Salut à tous, c'est Nico et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va jeter un petit coup d'œil à l'Adepticon 2025. On a déjà eu les reveals de Games Workshop, mais on va aussi regarder qui a gagné le tournoi, le gros tournoi de Warhammer 40 000 qui avait lieu là-bas et pourquoi c'est un peu étrange. Alors d'abord, l'Adepticon 2025, c'est là où Games Workshop a annoncé toutes ses derniers reveals. Personnellement, j'ai trouvé ça super, il y avait beaucoup de choses. Maintenant, comme d'habitude, si vous êtes joueur KO pour une année que Games Workshop a décidé d'appeler le Year of Chaos, donc l'année du chaos, on repassera puisque quasiment chacune des légions n'aura qu'un personnage et peut-être une kill team à un moment en plus. Donc à moins que Games Workshop voulait juste dire que chaque faction du chaos aura son codex cette année, sauf que les démons n'ont pas de codex et que les Space Marines du chaos l'ont déjà eu l'année dernière, je vois pas trop en quoi c'est le Year of Chaos, mais on verra bien. Mais en même temps, en plus de ces reveals, il y avait un tournoi très important de Warhammer 40 000, autour de 300 participants, pour autant que je puisse en juger. 8 à 9 parties à jouer pour les finalistes. J'ai vu en ligne que certains disaient qu'un des finalistes était sa 13e partie en 3 jours. Donc clairement, grosse fatigue, compliqué d'arriver au bout, et ce tournoi a été remporté par une liste ultramarine qui faisait face à une liste Inari, avec peut-être une petite saveur amère sur cette victoire. Pourquoi je dis une saveur amère? Alors, en gros, les adversaires, c'était Folger Piles, qui est le champion du monde de Warhammer 40 000, qui avait gagné les championnats du monde avec ses custos. J'avais fait une vidéo là-dessus à l'époque. Et il affrontait, en jouant les Eldari, le détachement Inari, il affrontait Conan Jennings, qui a priori est un membre de son équipe de jeu aussi, et qui jouait, lui, Ultramarines. A priori, tout semblait indiquer que les Eldari Inari avaient de bonnes chances de l'emporter. Ils dominaient globalement la table, ils avaient une avance de points arrivée au tour 3, et ils avaient globalement assez de ressources pour à peu près s'assurer qu'ils avaient gagné. Le souci, c'est que le joueur Inari a dépassé le temps alloué pour la partie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en tournoi, vous avez une horloge qui mesure le temps que vous passez, parfois dès le début du tournoi, parfois seulement passé un certain point. Là, a priori, c'était à partir des demi-finales, tout le monde était timé avec une horloge. Et donc le joueur Inari a pris trop de temps pour faire sa partie et donc a utilisé tout son temps de jeu, ce qui fait que le joueur Ultramarines, qui lui n'avait pas utilisé tout son temps de jeu, a pu rattraper en fait le retard et gagner puisque le joueur Inari ne pouvait plus jouer en face puisqu'il n'avait plus de temps disponible. C'est les règles du tournoi, c'est quand même une victoire un peu étrange, c'était compliqué de savoir exactement ce qui s'est passé, Games Workshop n'a pas mis de micro à ses joueurs, et le live, la retranscription du live qu'on peut trouver sur leur chaîne YouTube, en fait elle s'arrête courant tour 2, elle va pas au bout, la vidéo dure 11 minutes, 11h54 minutes, et en fait c'est cette dernière partie, et elle va pas au bout, on n'a pas la fin, donc j'ai pas réussi à trouver, peut-être que vous pourrez me pointer vers un récapitulatif de la partie, mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé quel était l'écart de score, et qu'est-ce qui s'est passé exactement. Après, on voit toutes les réactions en ligne, certains qui disent que c'est dégueu, que c'est pas juste, et que du coup, la personne qui allait gagner, finalement, elle perd juste parce qu'elle a mal compté son temps. On peut aussi dire que compter le temps, ça fait partie de comment on joue en tournoi, et que donc le joueur ultramarine a juste joué plus rapidement, il maîtrisait mieux son armée, il a mieux géré son temps. On peut aussi dire qu'après une dizaine de parties jouées en quelques jours, clairement c'est compliqué de réfléchir, et clairement la liste ultramarine qu'on a là, elle est beaucoup plus facile à manier que la liste Inari Eldari qui demande beaucoup plus de réflexion, c'est même vrai en règle générale, l'armée Eldari dans la plupart de ses constructions de liste va demander plus de réflexion et plus de stratégie pour la piloter qu'une armée Space Marine. Ça veut pas dire que les Space Marines sont ultra faciles à jouer et que n'importe qui peut réussir à gagner des tournois avec, ça veut juste dire qu'il y a beaucoup plus de règles et de trucs à penser en Eldari qu'en Space Marine. Au final, ça reste une victoire Ultramarines, donc on va regarder les deux listes, la liste Space Marine et la liste Inari, et essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui faisait que c'était une liste qui était très efficace. Alors les Ultramarines, ils ont joué en Gladius, sans grande surprise, c'est quasiment ce qu'on voit en compétitif depuis que le serment de l'instant donne +1 pour blessé, en plus de la relance de toutes les touches sur une unité ennemie par round. La Gladius, c'est le détachement le plus polyvalent, c'est le détachement de base qui représente tous les Space Marines. Vous choisissez une doctrine, une fois par bataille chacune, qui va vous donner un bonus jusqu'à votre prochaine phase de commandement. Ces doctrines, c'est soit avancer et tirer, soit avancer et charger, soit tirer et charger après avoir battu en retraite. Ça affecte 100% de votre armée. Donc il y a un tour où toute votre armée peut avancer et charger, un tour où toute votre armée peut avancer et tirer, un tour où toute votre armée peut tirer et charger après avoir battu en retraite. Vous avez aussi un très bon set de stratagèmes, avec évidemment l'armure du mépris, mais aussi la possibilité d'activer une des doctrines pour une unité spécifique, même si on a déjà utilisé cette doctrine, ou du coup d'avoir 2 doctrines actives en même temps, si je me souviens bien. Donc ça veut dire que une fois que vous avez utilisé vos 3 doctrines, à n'importe quel moment, vous pouvez redonner l'avancée charge ou l'avancée tir
à n'importe quelle unité. Vous avez un combat en mourant automatique, mais pour 2 points de commandement, pas besoin de jeter les dés, mais ça coûte cher. Vous avez Ignore le couvert et +1 en PA si vous avez la bonne doctrine qui est activée, sinon vous avez que Ignore le couvert. Vous avez Lance, mais qui s'ajoute aussi à +1 PA si vous avez la bonne doctrine activée, et vous avez un mouvement réactif de 1 des 6 pouces ou de 6 pouces si vous avez la bonne doctrine activée. Donc vous avez vraiment des outils pour tout gérer, et ça se combine très bien, comme on va le voir, avec les personnages ultramarines de cette liste. Puisqu'évidemment, on retrouve ce bon vieux Roboute Guilliman à 345 points, c'est le primarque des ultramarines, c'est un gros ton, il donne le double serment de l'instant, c'est-à-dire que vous pouvez choisir 2 unités comme cible du serment de l'instant, et si vous avez détruit la première, eh bien le serment de l'instant s'active sur cette deuxième unité. Ça veut dire que par partie, si vous jouez bien, vous avez 2 unités sur lesquelles vous allez relancer toutes les touches et avoir +1 pour blesser, puisque pour l'instant les ultramarines ont toujours accès à ça, Games Workshop n'a pas enlever cette aptitude-là dans la dernière passe d'équilibrage. Guilliman peut aussi donner -1 CP sur un stratagème sur lui-même, ou +1 en contrôle d'objectif et la relance des tests de commandement sur une unité à 6 pouces, et en gros il choisit 2 de ses aptitudes par round, donc soit le double serment, soit le -1 CP, soit le +1 OC, il en choisit 2 par round, donc on va toujours prendre le -1 CP et le double serment de l'instant, parce que ça veut dire que Reboot peut avancer et charger à tous les tours, potentiellement, gratuitement, puisque c'est -1 CP. Il revient aussi sur la table après avoir été tué la première fois sur un 3+, donc ça peut être la petite surprise, vous avez mis un petit peu de ressources pour éliminer ce machin là, et en fait sur 3+, il revient avec 6 PV, donc ça peut être pénible. Il a un gros profil de combat typique d'un primarque, donc ça cogne fort, il est dur à tuer, et clairement quand on joue Ultramarines, on prend toujours Reboot Guilliman, même à 345 points, parce que le double serment de l'instant avec le +1 pour blesser, c'est juste trop fort, il n'y a aucune raison de s'en passer. On a ensuite ce bon vieux Marneus Calgar, qui lui aussi est quasi indispensable dans toutes les listes ultramarines actuelles. Il donne avant ses tirs et avant ses charges, replier tir et replier charge à l'unité qu'il mène. Ici, c'est très probablement des héros de compagnie, dont on verra la fiche juste après. Il donne aussi un point de commandement bonus à chaque phase de commandement Ultramarines, ce qui fait que vous jouez toujours avec 2 CP à chacun de vos tours. Et il a insensible à la douleur à 4+, juste sur Calgar, tant qu'il a un de ses 2 gardes du corps. L'unité, c'est Calgar +2 de sa garde Victrix. Et donc, tant que vous avez encore un garde Victrix vivant, si vous essayez de sniper Calgar, il a un insensible à la douleur à 4+. C'est une unité qui gagne fort. Calgar tout seul, il a 6 attaques qui touchent à 2, force 8, PA-3, dégâts 3 jumelés. Donc, il tape quand même assez costaud avec ses points énergétiques. Et puis comme il est avec les héros de compagnie qui sont durs à tuer parce qu'ils ont chacun 4 PV, il a la 4+ invulnérable sur lui-même et sur ses gardes Victrix, donc c'est une unité qui est compliquée à sortir, donc votre +1 point de commandement, vous l'aurez quasiment sur les 5 tours de la partie, sauf si vous jouez très mal. Les héros de compagnie qui accompagnent Calgar, et bien vous avez 4 figurines à 4 points de vie chacun. Ils sont chacun endurance 4, c'est des profils de Space Marine classiques, sauf qu'ils ont 4 PV, c'est une unité qui est OC2, qui a -1 pour être blessé quand ils sont accompagnés d'un personnage, enfin ils sont OC2 tant qu'ils ont le porte-étendard, ils ont -1 pour être blessés quand ils sont accompagnés d'un personnage, donc ici avec Calgar, vous avez une unité qui a encore -1 pour être blessé, en plus des autres PV qu'il y a à sortir, de la 4+, de l'insensible à 4 sur Calgar, etc. Il n'y a pas beaucoup de potentiel de dégâts, vous avez des bolters 2 mètres, dégâts 2, arme énergétique 2 mètres, un bolter lourd. C'est pas un gros profil de dégâts, même si, bon, les petites unités d'infanterie de base, type, effectivement, une unité de gardien Eldar, ça fera pas très très long feu, même les guerriers aspect Eldar, ça fera pas très très long feu, même au tir. C'est plutôt là quand même pour servir de point de vie supplémentaire à Calgar et lui donner le -1 pour être blessé. Donc vous avez une unité très costaud que vous pouvez poser sur un objectif qui va être OC2, très dur à sortir et qui en plus vous donne 1 CP par tour grâce à Calgar. On a ensuite le très classique lieutenant avec armes combinées, on le voit dans quasiment toutes les listes Space Marine de tournoi, parce que pour 70 points, c'est la combinaison parfaite de toutes les règles que vous voulez. Il a agent solitaire, donc on peut pas les tirer dessus sauf si on s'approche à 12 pouces. Je rappelle que si vous avez la règle nativement ou avec une amélioration, c'est 12 pouces. Si vous vous donnez cette règle avec un stratagème, c'est 18 pouces. J'ai vu pas mal de confusion là-dessus dans les commentaires. Il est aussi infiltrateur, donc vous pouvez le déployer n'importe où sur la table à 9 pouces des unités ennemies ou de la zone de déploiement adverse, donc il peut aller prendre des objectifs dès le premier tour. Il a discrétion, -1 pour être touché au tir. Il a insensible à la douleur à 5+, donc difficile à tuer. Et en plus, quand vous le mettez sur la table, vous choisissez au début du premier tour un objectif sur la table. Vous aurez la relance D1 pour blesser sur toute votre armée tant que cette figurine existe sur la table. Il a aussi un mouvement réactif de 6 pouces quand l'ennemi s'approche de lui à 9 pouces ou moins. C'est une unité qui est incroyable pour faire des secondaires. Vous pouvez l'envoyer à peu près n'importe où parce que l'adversaire va avoir du mal à le tuer. Il peut aussi tenir des objectifs sans prendre de risques. Vous le mettez sur un objectif qui est collé à une ruine, vous le posez dessus pour prendre l'objet, l'ennemi doit s'approcher ou s'exposer pour lui tirer dessus à 12 pouces. Si l'ennemi s'approche trop, vous vous barrez
de 6 pouces derrière vous, donc vous êtes tranquille, vous vous recachez derrière la ruine. Si l'ennemi préfère vous tirer dessus, bah il a -1 pour vous toucher. Il a toujours une sauvegarde à 3+, il a un insensible à la douleur à 5, et il a 4 points de vie. Donc vous le tuez pas avec quelques tirs de bolter ou de fusil laser. C'est une unité qui est pénible à sortir, qui va se recacher tout le temps. Pour 70 points, c'est un auto-include d'une liste Space Marine. Il fait tout ce que vous voulez, en contrôle ou en secondaire, il est vraiment très bien. Alors ensuite, de manière intéressante, il y a un capitaine en armure Gravis qui, de ce que j'ai pu voir, est du coup joué solo, puisqu'il n'y a aucune unité Gravis dans l'armée ici. Ce capitaine en armure Gravis coûte 70 points, il donne -1 CP par stratagème sur son unité à lui une fois par round, ce qui se combine aussi avec le -1 CP de Guilliman, l'aptitude n'a pas le même nom, donc vous pouvez au même tour faire un stratagème à 0 CP sur le capitaine Gravis et un stratagème à 0 CP sur Guilliman. Il a un point énergétique, mais il a aussi l'amélioration armure d'artificier pour 10 points qui lui donne une sauvegarde à 2+, un insensible à 5, et il a nativement la règle de diviser les dégâts par 2, ce qui fait que vous avez une figurine qui est endurance 6, avec 6 PV, sauvegarde à 2, invulnérable à 4, et insensible à 5+, et en plus, quand il prend un dégât, enfin quand il prend une attaque, les dégâts sont divisés par 2, et une fois que les dégâts sont divisés par 2, il fait son insensible à 5. Donc il est vraiment chiant à sortir. De ce que j'ai vu, il est joué en solitaire, en mode plutôt prise d'objectif, parce que vous allez le coller sur un objectif quelque part, l'ennemi va devoir surinvestir pour aller le chercher, et va devoir exposer des ressources plus chères que les 80 points qui vous a coûté avec son amélioration. Et comme en plus vous êtes en Gladius, il peut se replier, si jamais l'ennemi l'a chargé mais ne l'a pas tué, et ben il se barre et ensuite vous avoinez tout ce qu'il a chargé, ce qui est effectivement très utile par exemple pour affronter des Inari ou des Eldari, puisqu'en général l'unité qui vous a chargé elle ne résistera pas à une phase de tir, c'est des petits corps endurance 3 avec des mauvaises sauvegardes, donc ça va voler très très vite. Donc intéressant comme utilisation, c'est rare de voir des personnages jouer sans aucune unité, sans accompagnement, s'ils sont pas agents solitaires, mais a priori le capitaine Gravis c'est bien ça qu'il fait dans cette liste-là. On a ensuite une escouade de 5 infiltrateurs qui coûtent donc 100 points. Ils sont évidemment infiltrateurs, ils ont un insensible à la douleur à 6, ils donnent un point de commandement sur un 5+, si vous les ciblez avec un stratagème, mais ça n'arrivera probablement pas dans des parties de tournoi. Ils ont des bolters de base pas très intéressants, et ils empêchent l'arrivée des réserves à 12 pouces 2. C'est une unité qui est plutôt utile pour tenir l'objectif dans la zone de déploiement, ou alors pour avancer et empêcher les frappes en profondeur ennemies si l'ennemi a beaucoup de réserves ou beaucoup d'unités qui peuvent revenir en réserve. Je pense que contre les Inari, on l'utilise plutôt pour tenir son objectif chez soi, mais contre d'autres armées, ils peuvent être intéressants à mettre en milieu de table avec un infiltrateur pour empêcher l'adversaire de faire des arrivées précipitées ou des arrivées depuis les réserves à partir du tour 2 vers le milieu de table, ça peut être pas mal. On a ensuite 5 scouts à 70 points. J'ai pris l'image des anciens scouts parce qu'ils me font toujours trop rire. Je sais qu'il y a des nouvelles figurines qui sont beaucoup plus belles, mais regardez-moi la tête de ces merveilles. Je les trouve incroyables. Ils sont très spéciaux. Donc j'avais envie de les mettre ici. Ils sont joués par 5. Ils ont infiltrateur et éclaireur 6, ce qui fait que vous pouvez les placer n'importe où sur la table de déploiement, mais en plus, au début de la partie, une fois que vous savez qu'ils commencent, ils peuvent faire un petit mouvement de 6 pouces. Donc ils peuvent aller choper un objectif très facilement, ils peuvent se cacher si vous n'avez pas le tour 1, et en plus ils ont le retour en réserve, ce qui fait qu'à la fin du tour adverse, vous pouvez les reprendre, les mettre en réserve et les redéployer sur un bord de table pour aller marquer des petits secondaires, des choses comme ça. Ils ont des armes spéciales relativement anecdotiques, fusil de sniper et bolter lourd. Ça reste des mini-menaces pour de l'infanterie de base, si vous jouez effectivement par exemple contre des Eldar. Une escouade de 5 scouts avec des fusils à pompe, un bolter lourd, ça peut vous sortir, quelques gardiens, ça peut même vous sortir des guerriers aspect potentiellement, faut faire attention. C'est une unité qui est utile pour mettre de la pression tour 1 sur un objectif, pour faire des secondaires. Ça on en voit quand même assez souvent dans les listes Space Marine aussi. On a ensuite un Quad Invader, alors ça moi je suis assez surpris, j'en avais pas vu beaucoup dans des parties. C'est une espèce de petit véhicule qui bouge à 12 pouces, qui a 8 PV, endurance 5, une sauvegarde à 3. Il a un multifuseur et un fusil bolter jumelé, donc il peut s'approcher et espérer faire quelques dégâts sur un petit véhicule, sur un monstre. Il a aussi la règle qui lui permet de riposter durant le tour ennemi en tirant sur une unité qui vient de tirer sur une autre unité montée ami à 6 pouces. Donc en gros, ça n'est utile que si vous le faites accompagner des motos, par exemple. Là, c'est pas le cas, donc dans cette liste, cette règle ne s'activera jamais parce qu'il n'y a pas d'autre unité montée. Il est probablement plutôt utilisé en contre-attaque rapide. Vous l'envoyez en mode sacrifice sur un objectif. Si l'ennemi s'approche, vous essayez de lui tirer dessus un petit peu. Vous obligez l'ennemi à utiliser des ressources pour vous éliminer de l'objectif sur lequel vous êtes posé. Et ça demande quand même pas mal de ressources parce que ça reste 8 PV, endurance 5, sauvegarde à 3, ciblable par l'armure du mépris. Tout ça pour 60 points. Bon, vous le prenez pas pour le potentiel de dégâts, vous le prenez pour gêner un peu les mouvements et pour vous poser sur des objectifs, obliger l'adversaire à s'exposer. C'est pas une mauvaise ressource non plus.
Ensuite, on a 3 Dreadnought Ballistus dans la liste, donc c'est celui que vous voyez là, le Dreadnought vraiment axé tir. Il relance le jet de touche sur les unités ennemies qui sont en dessous de leur demi-force, donc si vous voulez vraiment achever un véhicule ou un monstre, c'est parfait, surtout si vous en avez plusieurs. Le premier relance pas forcément et fait un peu de dégâts, le deuxième qui tire sur la même cible, potentiellement va commencer à tout relancer, et ça veut dire que c'est des unités qui peuvent fonctionner de manière indépendante du serment de l'instant, même si dans cette liste-là, vous avez 2 serments de l'instant, donc ça sera pas très compliqué. Il a donc un canon laser, avec 2 attaques, force 12, PA-3, dégâts D6+1, il a un lance-missile, qui soit tire sur de l'anti-infanterie en 2d6 attaques plus déflagration, c'est de la force 5 PA0 dégâts 1, ou alors il fait plutôt de l'anti-véhicule avec 2 attaques de force 10 PA-2 dégâts D6. Et puis là, le corps d'un Dreadnought Primaris, donc 8 de mouvement, endurance 10, 12 PV, sauvegarde à 2 et OC 4, ce qui n'est pas ridicule. Ça dégomme aussi bien la petite infanterie que les véhicules et les monstres, et on peut pas l'ignorer facilement, parce qu'en fait, si vous le posez sur un objectif, OC 4, bah ça se reprend pas si facilement que ça. Avec une unité de 5 figurines OC 1, il suffit qu'il vous en tue un en lui marchant dessus avec ses pieds de Dreadnought, et finalement, vous ne reprenez pas l'objectif. Donc, il a aussi un petit bolter lourd et des petits trucs comme ça qui permettent de tuer de l'infanterie. Donc, c'est une unité qu'on peut pas vraiment ignorer, et puis avec 3 dans la liste, vous vous faites de belles lignes de tir qui sont quasiment impossibles à éviter, donc c'est pas une mauvaise unité du tout. On a ensuite 2 Vindicators, ça c'est le gros tank avec sa lame de bulldozer et son gros canon qui bouge pas, 185 points, donc x2, parce qu'il y en a 2 dans la liste. Le canon démolisseur, ça reste une vraie menace, ça tire certes seulement à 24 pouces, mais sur des tables de tournoi, on a rarement une meilleure ligne de vue que 24 pouces de toute façon. C'est D6 plus 3 attaques, de force 14, PA-3, dégâts D6, avec déflagration. Si vous le chargez, il peut quand même tirer dans le corps à corps sans malus, malgré le fait que son arme ait déflagration. Il a un châssis qui est costaud, mouvement 9, endurance 11, 11 PV avec une sauvegarde à 2. Son seul désavantage, c'est qu'il est un peu moins rapide qu'un Rhino et qu'il a qu'une portée de 24 pouces. C'est un anti-élite et anti-véhicule par excellence, même avec un 1 sur son nombre d'attaques, sur une unité de 5 figurines ennemies, il fait quand même 5 tirs, et avec la relance du serment de l'instant, bah, il va vous toucher à 3+, relance, ensuite il vous blesse sur des 2+, il fait disparaître n'importe quelle unité d'élite à chaque phase de tir, sauf si vous avez vraiment pas de chance sur vos jets de PV et que l'ennemi réussit toutes ses sauvegardes. C'est une unité qui est chère, mais qui est toujours très efficace, malgré son gros coup en points. Ça tape très fort, et on en continue à en voir dans quasiment toutes les listes compétitives Space Marine. Et enfin, on a un Gladiator Reaper. Alors celui-là, moi je le voyais pas souvent, c'est plutôt de l'anti-horde. Il coûte 160 points. Il est vraiment anti-infanterie, anti-horde. C'est touche soutenue 2 quand il tire sur de l'infanterie avec son canon Gatling. Donc son canon Gatling, c'est 12 tirs de force 6, PA 0, dégâts 1, jumelé et blessure dévastatrice. Donc là, vous tirez sur la cible du serment de l'instant avec ça. Vous êtes en touche soutenue 2. Vous allez relancer toutes les touches qui n'ont pas fait des 6 pour aller pêcher les 6 justement. Donc en stade, vous allez quand même faire beaucoup de touches grâce à ce truc-là. Après, c'est de la PA0. Les roquettes Icarus qu'il a aussi, c'est des 3 attaques de force 8, PA-1 dégâts 2. Il a aussi des Bolter Tempest qui, additionnés, font 8 attaques de force 4, PA-1 dégâts 1 avec tir rapide 4. Donc si vous amenez à 12 pouces, soudainement, c'est pas 8 tirs que ça fait, c'est 16. Donc en gros, contre des Eldar, c'est merveilleux. Contre de l'infanterie type garde impériale et autres, c'est merveilleux. Pour tirer sur des trucs genre Space Marine ou des trucs qui ont des bonnes armures, c'est beaucoup moins efficace. Donc c'est pas une unité qui est forcément polyvalente contre tout, mais dans une méta où on avait pas mal de garde-imp qui sont quand même un des codex les plus forts du jeu actuellement, beaucoup d'orques, la liste d'Aka, là il y en a eu beaucoup, et il y en a eu pas mal qui sont arrivés, je crois, jusqu'en 10e ou 5e de finale, il me semble. Il y en a beaucoup qui ont été sortis justement par la liste Inari qu'on verra après. Donc dans cette méta-là, clairement ça avait de l'intérêt, puisque des unités avec une mauvaise sauvegarde que vous allez blesser soit sur des 3, soit sur des 5, c'est pas si mal. Donc vous allez dégager beaucoup d'orques avec ce type de véhicule. Donc ça c'est pour la liste ultramarine, je la trouve intéressante. C'est pas une combinaison super classique, je trouve, dans les variantes de liste ultramarine qu'on voit. Ça sort des unités qu'on voit pas forcément toujours. Le Ballistus, on le voyait quand même plus tant que ça, ou en tout cas pas par 3, parce que il avait quand même pris une petite hausse de points. Le Vindicator à 185 points, il commençait à être un peu rude, mais au final, ça se joue encore très bien. Et puis surtout, c'est une unité qui n'a pas du tout de ressources disponibles. Et puis surtout, c'est une liste qui a très peu de petites ressources. Vous avez le quad, vous avez les scouts, vous avez les infiltrateurs, vous avez votre capitaine Gravis et votre lieutenant, c'est tout. Vous n'avez pas d'unité d'infanterie vraiment
que vous allez venir poser pour gêner, traverser les ruines, etc. Donc c'est une manière de jouer assez surprenante dans la méta actuelle, hein. Je rappelle que les dreadnoughts, que les véhicules ne traversent pas les ruines et on joue souvent sur des tables quand même bien bouchées, même dans les formats Games Workshop, donc c'est assez étonnant, mais c'est une liste que je trouve intéressante et qui, bon, bah, a gagné peut-être à cause de l'horloge, mais quand même est arrivé en finale, a battu beaucoup de forces très fortes et a été très bien piloté. C'est une liste super originale que moi je trouve vachement intéressante. On passe maintenant à la liste Inari qui, bon, a priori, aurait gagné s'il n'y avait pas eu ce problème de clock et de gestion du temps. Donc je rappelle, les Inari, c'est un détachement des Eldar, hein, donc vous avez vos manœuvres agiles que vous pouvez faire pour empêcher l'ennemi de vous tirer dessus en état d'alerte, bouger plus vite, vous repositionner après qu'on vous tire dessus. Et à ça, le détachement Inari cumule 3 règles qui sont, je pense que certains les qualifieraient de pétées. La première, c'est si l'ennemi vous détruit une de vos unités au tir, à la toute fin de la phase de tir adverse, vous pouvez faire un mouvement normal avec une autre de vos unités. Donc par exemple, vous sacrifiez une unité de 5 petits dragons de feu ou de 5 rangers, et vous pouvez faire bouger un gros pack à 340 points, qu'on verra juste après, de 7 pouces cash pour le repositionner durant votre tour, le mettre sur un objectif pour scorer durant votre tour, ou tout simplement vous positionner pour lancer une charge sur l'adversaire. Donc ça, c'est la règle qui fait le plus débat sur ce détachement, qui soit en termes de timing, soit juste en termes de son existence, est clairement très très forte. Ça pourrait être une règle d'armée plus qu'une règle de détachement. Vous avez aussi la possibilité, une fois par tour, de faire un mouvement de D6 plus 1 pouce en avant sur une unité qui vient de se faire tirer dessus, et ça permet à votre unité d'engager l'ennemi au corps à corps. Donc si l'ennemi s'est placé à 6 pouces ou 7 pouces de vous, bah vous avez une chance d'aller le cliquer après qu'il vous ait tiré dessus avec cette unité-là. Donc s'il vous a pas tué, et ben maintenant il est engagé au corps à corps et il est gêné. Et une fois par phase de combat, vous pouvez aussi donner à une de vos unités combat en premier si elle est en dessous de sa force de départ, ce qui est plus compliqué à atteindre en Eldari ou Inari, puisque en général quand votre unité on lui tire dessus elle est morte, hein. Il n'y a pas vraiment de résistance derrière, c'est quand même rare de perdre juste 3 figurines sur 5, en général si l'ennemi met les bonnes ressources il vous tue direct. Vous avez aussi un set de stratagèmes qui est excellent. Vous pouvez rendre un objectif sticky, donc en garder le contrôle après avoir perdu une unité sur cet objectif. Vous avez un combat en mourant automatique pour 2 points de commandement. Vous avez -1 pour être blessé sur unité infanterie ou montée. Vous avez touche fatale et ignore le couvert quand vous tirez. Vous avez la relance des touches de 1 ou de toutes les touches si l'unité qui frappe est blessé de mémoire, ça c'est que au corps à corps, ou c'est si vous tapez sur une unité blessée, j'ai plus le truc exact en tête. Et vous avez aussi le tir en retour, si vous avez perdu une figurine minimum suite au tir de l'adversaire, vous pouvez riposter sur cette unité sans malus de touche. Donc un très bon set de stratagèmes, et puis aussi d'excellentes règles de détachement, puisque je rappelle que ça se cumule aux règles de base de l'armée Eldari, donc c'est un des détachements considérés comme les plus forts actuellement dans le jeu, sauf qu'il est difficile à piloter, puisque vous jouez des unités qui sont relativement peu solides. Donc qu'est-ce qu'il y avait dans cette liste? D'abord, l'Incarne ou l'Incarne, en fonction de comment vous voulez le prononcer, 250 points, c'est un peu le démon du dieu de la mort Eldar, c'est un peu son avatar finalement, c'est 10 de mouvement, endurance 10, 12 PV, sauvegarde à 2, invulnérable à 4, OC 3 et frappe en profondeur. Son vrai intérêt, c'est que si l'ennemi vous tue une unité durant son tour, au lieu d'enlever la dernière figurine de cette unité, vous pouvez l'enlever et la remplacer par l'Incarne. Elle se téléporte globalement à l'endroit où l'unité ennemie a tué, enfin à l'endroit où on a perdu notre unité. N'importe où sur la table. Elle se soigne aussi d'un D3 PV quand elle détruit une unité ennemie, et puis au corps à corps ça rigole quand même assez peu, hein. C'est 10 attaques de force 6 PA-4 dégâts 1, donc ce qui n'a pas d'invulnérable en général n'aura pas de sauvegarde, ou 5 attaques de force 12 PA-4 dégâts D6 plus 1, donc on est sur un canon laser en 5 attaques qui touche à 2 et qui peut être ciblé par certains stratagèmes, donc ça cogne vraiment bien. C'est une grosse menace qui est dangereuse, vous savez que quand vous allez détruire une unité Inari, non seulement l'adversaire va faire un mouvement normal à la fin de votre phase de tir, mais en plus vous allez pouvoir y coller l'Incarne, et si à la fin vous décidez plutôt de taper un ennemi en l'ayant chargé et que vous le tuez, et ben là encore vous pouvez vous bouffer l'Incarne qui débarque sur un objectif potentiellement pour mettre 3 dossés si vous aviez que 1, plein de choses comme ça qui vont vous ennuyer, et c'est un truc qui est pas si facile que ça à tuer, hein. C'est sûr que si vous avez 3 Dreadnought Ballistus et que vous mettez tout dedans, peut-être que ça part en une phase, mais globalement il faut pouvoir quand même aligner assez de tirs pour le sortir, c'est pas 4 scouts quoi. Ensuite, on trouve l'énorme pack classique, Ivrain, le Visarch, les Incubes pour 340 points. Alors, je sais, moi j'ai dit que les Incubes étaient pour moi une des pires unités du codex Eldari. Alors, j'y suis allé un peu fort, hein, comme vous l'avez fait remarquer, c'est probablement pas une des pires. Je maintiens que c'est pas une unité optimale pour la très grande majorité des joueurs, parce que
pour réussir à rentabiliser ces 340 points, il faut jouer de manière exceptionnelle. Pourquoi est-ce que ça fait peur? Vous avez 10 incubes qui chacun font 3 attaques de force 4, PA-2, dégâts 2, en touchant à 3+. Ils ont frappe en premier avec le Visark, ils ont la relance des blessures sur une des unités ennemies qui est en combat avec eux, avec Ivrain, et le Visark et Ivrain ont un bon volume d'attaque qui rigole pas non plus et qui bénéficie du coup de la relance des blessures. C'est un pack que vous ne pouvez tuer qu'au tir. Si vous allez le choper au corps à corps, concrètement, comme il a combat en premier, il va vous défoncer, parce qu'il a quand même un volume d'attaque qui fait mal, qui fait peur. En stats, ça vous sort l'équivalent, même si ça tape sur un Predator ou un truc comme ça le tue. Donc c'est violent. Maintenant, l'adversaire, s'il le joue bien, il va vous obliger à venir le chercher au corps à corps. Il va utiliser son mouvement gratuit Inari, donc vous allez tuer une unité Inari sur la table, vous allez finir votre phase de tir, et à la toute fin de votre phase de tir, l'adversaire va bouger ce pack de 7 pouces, du coup c'est un mouvement normal, donc 7 pouces pour les incubes, et je crois que c'est 8 pouces pour Ivrain et le Visark. Si vous avez envie de le charger, vous êtes toujours dans votre tour, vous pouvez essayer de le charger, mais ils en frappent en premier. Donc ils vont vous exploser, sauf si vous arrivez à les coincer avec une unité poubelle qui empêche l'ennemi de consolider de 3 pouces, d'engager de 3 pouces sur l'unité avec laquelle vous comptiez taper. Comme ça, certes, l'ennemi peut vous frapper en premier, mais il sera obligé de gâcher une partie de ses attaques sur une unité poubelle. Il va vous tuer un ou deux des trucs avec lesquels vous avez chargé, et ensuite vous consolidez dedans et vous lui mettez la pétée. C'est un peu la seule manière de gérer ce truc. Mais si vous décidez de pas le charger, de pas l'engluer, c'est au tour du joueur Inari, et ensuite il est chez vous. Donc il continue à bouger de 7 pouces à son tour à lui, il vous charge, et vous pouvez pas lui tirer dessus en état d'alerte parce que c'est un Eldar, et donc il a des jetons qui lui permettent d'empêcher le tir en état d'alerte. Comment est-ce qu'on gère un pack comme ça? Il y a deux solutions. Soit vous lui donnez des cibles très peu intéressantes à menacer, c'est-à-dire que vous le laissez occuper un objectif quelque part, et puis si l'adversaire veut utiliser son mouvement pour se rapprocher, vous le forcez à aller taper dans des cordons nuls, dans des unités un peu pourries, mais qui va l'obliger à s'exposer. Comme ça, soit il s'expose et vous le tuez à la phase de tir, parce que, faut être honnête, au tir, ça va voler contre une escouade d'intercesseurs, il n'y a plus rien sur la table, les 10 incubes, ils disparaissent. C'est 40 tirs de force 4, PA-1 dégâts 1 sur des incubes avec serment de l'instant, vous touchez à 3 avec relance, vous blessez à 3+, et ensuite c'est une sauvegarde à 4, ça dégage, il n'y a plus rien. C'est clair et net. Donc soit vous mettez des petits cordons pourris pour les obliger à s'exposer, à aller tuer quelque chose, et s'ils vont pas s'exposer sur ces cordons pourris, il reste tenir un objectif pour 340 points, donc ils sont de toute façon pas rentables. Pourquoi je continue à penser que c'est une unité piège, sauf si vous êtes un joueur exceptionnel? C'est parce que même si vous maîtrisez un peu l'Eldar et l'Inari, que vous utilisez tous les tricks de mouvement, il y a plein de fois où vous allez utiliser ces tricks pour faire votre super combo, vous allez sortir une unité ennemie qui coûte 250 points, et ensuite vous allez perdre vos 340 points dans la phase suivante. Et vous n'aurez pas été rentable, et vous aurez gâché, entre guillemets, des points. Votre combo, il a marché, mais il n'a pas marché assez. Pour qu'il soit rentable, il faut l'utiliser 2 fois. Il n'y a quasiment aucune unité à 340 points que ce pack est capable de sortir en une seule fois. Il n'est pas capable de sortir 340 points d'armée en une seule fois, en un seul combat, sauf si l'adversaire vous offre un Primarch. Donc concrètement, il faut qu'il ait au moins 2 activations de mêlée, et la plupart des adversaires vous laisseront pas faire 2 activations de mêlée, sauf si vous êtes exceptionnellement bon dans le positionnement et l'utilisation Eldari. Clairement, le joueur qui pilote cette liste est un joueur exceptionnel à ce niveau. Je suis pas sûr que la majorité des joueurs qui regardent ma chaîne le soient, et moi personnellement, je serais pas capable de le jouer de manière convenable non plus. On a ensuite 2 autarques dans cette liste, 75 points chacun, ils relancent les jets d'avance et les jets de manœuvre agile, ça c'est la règle d'armée Eldar, vous pouvez des fois faire des petits mouvements réactifs ou des petits mouvements que vous déclenchez avec vos jetons de Battle Focus, vos jetons de transguerrière, et vous avez des mouvements de D6+1 ou de D6, donc vous pourrez relancer ces D6 sur l'unité qui a un autarque. Il donne aussi -1 PC sur le coup d'un stratagème, comme un Capitaine Space Marine. Et puis ils sont tous les deux équipés dans cette liste d'un fusil à fusion et d'un glaive. Donc le fusil à fusion, c'est un fuseur, avec assaut fusion 2. Et le glaive, c'est 4 attaques au corps à corps, qui touchent à 2, force 6, PA-3, dégâts 3. Je pense qu'il y a 2 cibles qu'ils peuvent mener en fait dans cette liste en fonction de l'adversaire qu'on affronte. Ils peuvent mener les Banshees, puisque les Banshees peuvent avancer et charger, donc dans ce cas-là, vous leur donnez la relance des jets d'avance et vous leur donnez des attaques supplémentaires qui rigolent assez peu, plus la possibilité d'avoir un stratagème gratos sur l'unité. Ou alors, ils peuvent aussi mener les dragons de feu. Là encore, les dragons de feu ont assaut sur leurs armes, donc vous pouvez les faire courir et tirer. Du coup, vous relancez les avances pour vous mettre à portée, puis vous gagnez un tir de fusil à fusion supplémentaire sur l'unité de dragons de feu, donc vous rajoutez un peu plus de stabilité sur les dégâts, et vous pouvez cibler votre unité de dragon de feu avec un stratagème qui vous intéresse. Donc je pense qu'en fonction de l'adversaire, les autarques vont dans une unité ou dans l'autre. Les autres unités de la liste me paraissent moins intéressantes à être rejointes par un autarque.
On a ensuite 2 fois 5 Banshee dans cette liste, donc 90 points par unité de 5. Elles ont avancée charge, elles ont la capacité de se replier et de charger aussi, elles ont un mouvement de 8 pouces, elles ont combat en premier, et chaque Banshee a 2 attaques qui touchent à 2, de force 4, PA-2, dégâts 2, en entrée infanterie 3+. L'Exarch, lui, il a 1 PV de plus, et il a 3 attaques qui touchent à 2, de force 6, PA-3, dégâts 3, anti-infanterie 3+, aussi. C'est une unité qui, contre de l'infanterie, tape mieux que les incubes. Si vous prenez 10 Banshee ou 10 incubes, alors certes, les 10 Banshee sont 30 points plus chers, mais elles avancent et chargent, elles bougent plus vite, et elles tapent mieux sur de l'infanterie si vous n'avez pas de relance sur vos incubes. Elles ont une attaque de moins, mais l'anti-infanterie 3+, fait que ça blesse mieux des Space Marines, ça blesse mieux des Terminators, des Custos, etc. Si vous les faites taper sur n'importe quoi d'autre, par contre, bah clairement ça marche plus, hein. À la force 4, soudainement ça fonctionne pas terrible. Mais sur de l'infanterie, ce sont des unités qui découpent vraiment bien, sachant qu'en plus elles ont leur jeton aspect qui leur permet, là vous avez des unités de 5, donc une fois par bataille, vous faites une touche auto à 6 ou une blesse auto à 6, donc ça vous permet de stabiliser un petit peu les dégâts quand vous en avez vraiment besoin. Vous avez aussi dans cette liste 2 unités de 5 Scorpions, 90 points chacune. Ils ont Infiltrateur, ils ont Scout 7 pouces et ils ont Discrétion. Donc c'est des unités qui sont très utiles parce que vous pouvez les poser n'importe où sur la table, à couvert. Si vous avez le tour 1, vous les faites bouger sur les objectifs et l'ennemi pour vous tuer, à -1 pour vous toucher. Et en plus, si vous avez l'intention de les faire charger dans l'ennemi pour le bloquer un peu, c'est quand même 4 attaques qui touchent à 3, de force 4 PA-1 dégâts avec touche soutenue, et quand ils ont chargé, ils font ces touches soutenues sur des 5+, donc ça peut commencer à faire un peu de volume. L'Exarch, lui, apporte un petit peu plus de force et de PA, c'est 4 attaques, force 6, PA-3, avec toujours touche soutenue. C'est des unités très utiles sur du contrôle de table en début de partie, et puis contre de la petite infanterie, voire même du Space Marine, ça peut faire un peu de dégâts. On a ensuite 3 unités de 5 dragons de feu à 110 points pièce, donc 330 points pour les 3. Ça relance toutes les touches, toutes les blessures et tous les dégâts contre les monstres et les véhicules. Donc par unité, vous avez un total de 4 attaques de fuseurs à 12 pouces, force 9, PA-4, dégâts D6, fusion 3 avec assaut. Et l'Exarch, qui est le chef d'unité, il a une attaque à 18 pouces qui touche à 3, de force 12, PA-4, dégâts D6, fusion 3. C'est des unités qui tirent très très fort sur les monstres et les véhicules, hein, vu que ça relance tout, même si vous êtes que force 9 en moyenne avec vos fuseurs, quand vous pouvez relancer les blessures, en blessant à 5, vous arrivez sur un jet de blessure qui est quand même un peu plus stable. Vous pouvez les planquer, vu que c'est des infanteries, vous pouvez les planquer derrière une murine, les embarquer dans des transports, les faire débarquer, tirer, c'est très efficace, et je pense qu'il y a des match-ups dans lesquels vous les mettez avec les autarques pour pouvoir courir et tirer, et donc vous rapprocher le plus possible pour avoir votre bonus de dégâts du fusion 3. Je rappelle, si vous êtes à mi-portée, quand vous avez la règle fusion, quand vous êtes à mi-portée, vous ajoutez le nombre au nombre de dégâts. Donc ça veut dire que si vous êtes à 6 pouces avec les fuseurs, vous faites D6 plus 3 dégâts par tir. On a ensuite 3 unités de 5 araignées spectrales à 95 points pièce. Elles ont frappe en profondeur, mais surtout elles peuvent bouger de 24 pouces à chaque fois qu'elles décident de faire un mouvement. Au risque de perdre des figurines, vous jetez un dé par figurine de l'unité. Si vous faites un 1, vous prenez une blessure mortelle sur l'unité. Donc vous avez quand même l'Exarch qui a 2 PV, donc vous pouvez supporter 2-1 avant de devoir retirer une figurine, mais après ça commence à piquer, donc vous ne le faites pas à chaque tour, sauf si c'est nécessaire. Ils ont des lance-flammes, force 4, PA-1, dégâts 1, et un lance-flamme dans cette liste qui tire à 18 pouces, qui est force 5, PA-1, dégâts 1. Ce sont d'excellentes unités pour faire des secondaires, puisque vous pouvez les amener n'importe où sur la table. Je rappelle que c'est pas des téléportations, donc leur mouvement peut traverser les unités ennemies. Tant que vous finissez pas en portée d'engagement de l'ennemi, vous pouvez les mettre n'importe où à 24 pouces sur la table, comme si elles s'étaient téléportées, mais sans avoir besoin de gérer les règles de réserve. Donc ça c'est très bien. Et puis elles sont aussi très menaçantes en tirant en état d'alerte contre de l'infanterie de base. Là contre des Space Marines c'est moins crucial, mais si vous jouez contre des gardes impériaux, des Drukhari, des Eldari, des Kult Genestealers, c'est une unité qui va dégager 10 figurines faciles sans aucun problème, même des boys orcs, ça va voler avec 4 lance-flammes, force 4 PA-1, ça fait quand même assez mal. On a ensuite 5 Rangers pour 55 points, ils ont Infiltrateur et ils ont Discrétion, ils ont chacun une attaque de fusil de sniper, force 4, PA-1, dégâts 2, avec lourd et précision, et un mouvement réactif de D6 pouces quand on s'approche d'eux. Ils sont utiles pour sniper des personnages et tenir des objectifs un peu éloignés de l'ennemi. Je pense que pour tenir l'objectif qu'on a chez soi, c'est très bien comme unité, ou pour aller faire une micro-menace en face d'un personnage qu'on veut tuer. Mais globalement, je pense qu'on les utilise pour défendre, pour défendre la zone chez nous à 55 points, c'est très bien. Ou pour faire des secondaires en début de partie en les infiltrant à un endroit utile.
On a enfin 10 gardiens de choc, ça coûte 100 points, ils ont la règle du coup de sticky objectif, donc ils gardent le contrôle d'un objectif même si ils sont tués ou qu'ils en partent. Ils ont une invulnérable à 5+, grâce à leur plateforme, et sinon c'est des petits corps d'Eldar, endurance 3, sauvegarde à 4, avec un seul PV. L'unité peut quand même porter 2 fuseurs et 2 lance-flammes et 2 armes énergétiques. Maintenant ça reste une unité qui fera jamais vraiment de dégâts, hein, c'est une unité plutôt de corps à corps avec pistolet shuriken et armes de corps à corps, ça tape rien du tout. Mais il y a la menace des 2 fuseurs et des 2 lance-flammes qui potentiellement peut surprendre un peu en fonction de la cible que vous avez en face. Ils sont surtout utiles pour foncer sur un objectif, pour le rendre collant, hein, pour le sticky, et puis ensuite aller embêter l'ennemi. Si l'adversaire dans cette liste tue ses gardiens de choc, le joueur Inari peut faire bouger à la fin de la phase de tir quelque chose de plus menaçant vers l'adversaire. Il peut sacrifier ses 10 gardiens de choc, et puis si l'adversaire ne les tue pas, ils ont le contrôle de l'objectif, et l'objectif est gardé pour vous, et puis ça reste des figurines qui sont OC2, donc on peut aussi envoyer cette unité juste pour empêcher l'adversaire de scorer. Donc l'adversaire va avoir envie de tuer cette unité parce qu'elle est pénible, elle sort pas si facilement que ça avec l'invulnérable à 5, et en plus, si vous la tuez, vous êtes en Inari, donc vous pouvez faire bouger autre chose, notamment ce bon vieux pack d'Incube, Ivrain et le Visark. Et enfin, dans cette liste, on a un serpent, c'est le transport des Eldar, ça coûte 125 points, ça peut transformer 12 figurines, sauf les Inari, ça pourrait porter Ivrain et le Visark s'ils sont tout seuls, ou s'ils sont dans une unité Eldari, mais là en l'occurrence, ça ne peut pas transporter les Incubes avec Ivrain et le Visark. Ça a une attaque de lance, comment ça s'appelle, la lance brillante là, la lance ardente, 3+, force 12, PA-3, dégâts D6 plus 2 jumelés, donc c'est un gros canon laser, un petit peu, c'est le canon laser Eldar, qui tape un petit peu mieux qu'un canon laser humain, et puis vous avez le canon shuriken, 3 attaques, force 6, PA-1, dégâts 2, jumelés, touche fatale, ça bouge quand même de 14 pouces, c'est endurance 9, sauvegarde à 3, invuln à 5, 13 PV, et ça a -1 pour être blessé si la force est supérieure à l'endurance. C'est un véhicule qui est plus résistant que ce qu'on pense. Force, on se dit endurance 9, sauvegarde à 3, bon ok ça va dégager assez vite, mais en fait le -1 pour être blessé fait que vous le blessez jamais vraiment mieux que 4+, sauf si vous avez vraiment des armes de chevalier impérial, donc globalement c'est pas du tout ridicule. Ça peut aussi transporter ici n'importe quelle combinaison de guerrier aspect. Vous pouvez mettre les 2 unités de dragon de feu avec les autarques qui sont dedans, les faire débarquer à 6 pouces de l'ennemi et envoyer la sauce avec 2 unités. Vous pouvez mettre les 2 unités de Banshee avec les autarques pour les déplacer très vite sur la table et préparer une charge, même si c'est moins intéressant puisqu'elles ont avancé charge. Vous pouvez même prendre les gardiens de choc et les balancer sur un objectif du No Man's Land tour 1 pour obliger l'adversaire à vous tirer dessus et vous permettre de continuer à gagner du mouvement. Donc il y a plein de variétés de jeux en fonction de l'adversaire que vous avez, vous pouvez embarquer différents trucs là-dedans. C'est un très bon transport et en plus il a un potentiel de tir qui est loin d'être ridicule. Donc évidemment, avec cette liste Inari, le but c'est d'utiliser vos ressources guerrier aspect pour aller cogner l'ennemi. Je pense qu'au début de la partie, on balance les unités de Scorpion avec le Scout pour aller gêner l'adversaire, l'engager au corps à corps le plus vite possible et le bloquer. Il aura pas de mal à les tuer, mais en les tuant, vous pouvez faire l'objectif sticky, vous pouvez faire avancer le reste de votre armée, globalement, ça vous donne du mouvement et du contrôle de table. Votre deuxième vague, c'est probablement les Banshees qui vont aller faire de l'avancée-charge pour faire de la contre-attaque après le tour 1 de l'adversaire. Là encore, une fois que c'est mort, ça vous permet de continuer à faire bouger le reste de vos unités et d'aller prendre le contrôle des objectifs. Les dragons de feu araignée spectrale, à mon avis, sont les unités de punch de cette liste. C'est ce que vous envoyez pour vraiment shooter, dégommer l'adversaire. Et les araignées spectrales plutôt pour les secondaires, je pense. Et là encore, en ressources sacrifiables, si vous perdez une unité à 95 points qui vous a donné 4 points ou 5 points de secondaire, mais que l'ennemi vous la tue, vous avez quand même, en fait, en Inari, quand vous perdez une unité, vous avez quand même, entre guillemets, gagné, puisque ça vous permet soit d'amener Linkarn là où vous le voulez, soit de faire bouger votre énorme pack pour le rendre plus menaçant, ou de faire bouger n'importe quelle autre unité pour aller menacer l'adversaire, lui reprendre un objectif. Je rappelle que l'unité que vous faites bouger, ça peut être votre unité de gardien de choc qui est au C2, qui du coup, à la fin de la phase de tir ennemi, va être sur un objectif que l'ennemi pensait garder. Vous faites votre mouvement de 8 pouces ou de 7 pouces et vous vous retrouvez sur un objectif que l'adversaire contrôlait à la fin de sa phase de tir. La seule manière qu'il a de vous sortir de là et de vous empêcher de contrôler l'objet, c'est de vous charger au corps à corps et vous avez quand même 10 petits bonhommes à tuer. C'est pas si évident que ça. Donc en gros, l'idée ici, c'est de balancer les ressources petit à petit, pas trop vite, pour toujours avoir ce bonus de j'emmène une unité là où je veux pour aller voler un objectif. C'est pour ça que les Inari sont aussi forts actuellement, que c'est une des meilleures armées du jeu avec le plus de Daka Orc qui quand même n'est pas arrivé en finale. Ils se sont fait sortir majoritairement par cette liste Inari. Donc c'est une armée qui est très forte, qui tape très bien. Maintenant, ça demande un excellent pilote pour la jouer.
D'autant plus que là, on l'a vu, c'est une armée qui demande énormément de réflexion, et donc même un joueur extrêmement habitué au tournoi, qui a gagné les championnats du monde de Warhammer, n'a pas réussi à finir sa partie en 3 heures, et a donc perdu par défaut, entre guillemets, en n'ayant pas pu finir son plan de jeu. Donc l'armée Inari, c'est une armée qui peut taper très fort, mais qui demande un excellent pilote pour le gérer, hein. Vous l'avez vu, la personne qui a géré cette liste a malheureusement perdu parce que ça prenait trop de temps de réfléchir à toutes les possibilités, et c'est aussi pour ça que je maintiens qu'à mon avis, ce pack de 10 incubes Ivrain et le Visarque, c'est un piège dans lequel vont tomber beaucoup de débutants, mais que seuls les joueurs expérimentés sauront vraiment rentabiliser. En étant un excellent pilote sur cette liste, vous êtes capable d'avoir les 2 activations de corps à corps nécessaires qui vont rentabiliser ce pack, ou en tout cas d'utiliser sa menace à bon escient pour que l'adversaire perde du temps et perde des ressources. Je pense que pour la plupart des débutants, vous allez voir le gros combo, vous allez tout mettre ensemble, vous allez balancer ça sur une cible à 200 points, vous allez la tuer probablement, et ensuite vous allez perdre votre pack, ou perdre tellement de figurines dans le pack que son efficacité sera réduite, et vous ne le rentabiliserez jamais à 340 points, pendant que l'adversaire, lui, aura buté certaines ressources de votre armée pour vous donner le fait de manœuvrer. Je rappelle que ce pack coûte 340 points, mais que pour qu'il puisse être vraiment menaçant avec les mouvements gratuits qui vont le positionner, il faut aussi que vous ayez perdu une ressource avant. Une des ressources les moins chères, c'est 55 points. Donc vous êtes presque déjà à 400 points d'armée pour avoir votre combo qui fonctionne. Sans compter les PC que vous devez utiliser pour leur donner la relance D1, etc. Je pense que la plupart des débutants ne sauront pas manipuler ça, je pense même que la plupart des joueurs un peu expérimentés ne sauront pas utiliser ça à bon escient, et que seul un vrai joueur de tournoi avec des heures et des heures et des heures de manœuvre sur la même liste est capable de rentabiliser ce truc-là. Ici, le pilote de cette liste, c'est un des meilleurs joueurs du monde, et même lui, il n'a pas réussi à finir en 3 heures sa partie. A priori, c'était même déjà arrivé que dans d'autres parties, il déborde un peu avec cette liste, parce que ça demande énormément de réflexion, et donc je pense que c'est une liste qui n'est pas à la portée de tout le monde. Bon, voilà en tout cas pour mon analyse de cette liste ultramarine et de cette liste Inari. Ça avait quand même l'air d'être d'excellents joueurs qui se sont donnés à fond après un nombre de parties monstrueux. Les deux, clairement, ont mérité de gagner. Les 2 listes sont super intéressantes, avec pas du tout le même niveau de lecture et les mêmes capacités de jeu. Je trouve ça super chouette, et je trouve que ça change un peu, justement. J'aurais été très déçu qu'on voit une liste d'Aka Orc qui soit en place 1, place 2, place 3, après avoir remporté tous les matchs en étant juste un peu brainless, je shoot tout avec des Luta. Donc je suis content que ça soit pas ça qui soit passé. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut pas nerfer à la fois le détachement Inari sur cette règle stupide de mouvement à la fin de la phase de tir adverse, mais aussi surtout le détachement d'Aka Orc, qui, à mon avis, devrait avoir touche soutenue 1 comme règle de base et touche soutenue 2 quand on est à mi-portée. Je pense que ça serait déjà bien pour contrecarrer un petit peu le niveau de puissance de ce truc. Bref, je m'arrête là, j'ai assez blablaté. Comme d'habitude, vous me laissez vos commentaires, vous me dites ce que vous en pensez, vous me lâchez les petits clics sur les différents boutons de la chaîne YouTube parce que ça aide toujours. Si vous trouvez que la vidéo était bien, c'est le moment de me le faire savoir. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!